falling. This is ongoing falling. Milyen csonka ma a hold. Az éj milyen sivatag néma. Milyen szomorú vagyok én. Au cœur de l'Europe, la Hongrie. Au cœur et à l'écart. Premier pays de l'Orient, dernier pays de l'Occident. Histoire chaotique de la Hongrie, carrefour des tumultes qui ont secoué le XXe siècle européen et dont les ondes de choc continuent de hanter le présent. Comment définir les caractères spécifiques d'une nation quand sa mémoire a donné au passé la valeur d'un mythe? Comment se figurer ce pays où le réveil identitaire a pris des allures inquiétantes? La réponse ici vient des écrivains hongrois qui construisent leurs œuvres contre la mémoire falsifiée et l'oubli. Péter Nádas, Péter Esterházy, différents par leur style et leur sensibilité, partagent une même conscience aiguë de l'histoire tourmentée de leur pays. Dans son œuvre puissante, Péter Nádas explore les strates souterraines de la mémoire hongroise. Il se confronte aux ténèbres d'un monde dévasté par la guerre et les dictatures. Péter Esterházy a marqué, dès la fin des années 70, le renouveau de la littérature hongroise. Entre ironie et gravité, ses romans recréent le passé tour à tour fantasque et accablant de sa famille, l'une des plus illustres de l'aristocratie magyare. À la fin des années 80, ces deux écrivains ont vécu la chute du bloc de l'Est, l'ouverture à la démocratie, l'arrivée d'une droite nationaliste aujourd'hui au pouvoir et le retour des vieux démons de l'antisémitisme et de la répression contre les minorités tziganes. L'élucidation du passé et la compréhension du présent passent par la parole de ces écrivains qui mêlent étroitement l'expérience intime, la destinée individuelle et l'histoire collective. Il n'y a pas de grande histoire et pas d'histoire personnelle l'une sans l'autre. C'est là pour moi un point de départ essentiel. Azt lehet mondani, hogy a családom az mindent elveszített, de én nem veszítettem el semmit. On peut dire que ma famille avait tout perdu. Mais moi, comme je n'avais rien perdu, je trouvais tout naturel que les gens n'aient rien à eux. Je n'ai jamais entendu mon père ni aucun membre de la famille maugréer à ce propos ou se plaindre de leur infortune. Les familles bourgeoises, elles, évaluaient aussitôt l'ampleur de leur perte, avec les 12 couverts qui manquaient au service en argent, avec les bijoux volés par les Russes et la maison incendiée par les Allemands. Mais chez nous, il devait y avoir eu tant de bijoux que, comme on a coutume de le dire, tout posséder ou ne rien posséder revient au même. Si je ne convoque pas forcément l'histoire, je m'intéresse à la manière dont elle participe aux histoires individuelles, aux histoires privées, aux histoires confidentielles, aux plus intimes histoires, c'est-à-dire comment elle les coécrit, comment elle modèle les biographies, comment elle les modifie ou les déforme de fond en comble, comment elle les transforme, comment elle les disloque, ou comment elle brise ce qu'il y a de plus important dans la vie des gens, leur caractère. Si je n'ai jamais été un vrai mathématicien, j'étais en revanche un vrai footballeur. Tout jeune déjà, vers 4 ans, c'était pour moi le jeu. Grâce au football, j'ai énormément appris. Le sérieux du jeu,
la dignité du jeu. Comme la question de la relation entre individus et groupes. Au football, on ne peut pas être bon tout seul. Quelle grande leçon. À Berne, finale du championnat du monde de football entre les grands favoris, les Hongrois maillot foncé et les Allemands maillot blanc, rescapés du match d'appui. Turek repousse une attaque hongroise. Sur un tir de Coxis, Puskás ouvre le score sur un shoot croisé. Il y a 6 minutes que le match est commencé. Hongrie 1, Allemagne 0. Voilà que dans la pire des dictatures, une équipe de foot apparaît tout à coup et se met à gagner chaque match sans en perdre aucun. Et chaque fois que ces joueurs pénètrent dans un stade, au cours des années 50, l'espace d'1 heure et demie, ils sont comme des hommes libres. Illusion, bien sûr. Simple leurre. N'empêche, l'équipe incarnait tout à coup cette idée de liberté et lui donnait corps. Coxis attaque encore. La défense allemande est submergée. Kolmeyer commet une lourde erreur. Sibor se saisit du ballon et marque. 8e minute, Hongrie 2, Allemagne 0. L'Allemagne va-t-elle être pulvérisée? Ces joueurs du nom de Puskás, Hideg-Kuti, Sibor, Kocsis, Grasic étaient des mythes vivants du temps de mon enfance. Quand j'ai rencontré Puskás pour la première fois de ma vie, j'étais aussi impressionné que si j'avais rencontré T.S. Eliot, Rabelais ou un plus grand encore, disons, Flaubert. Il m'a serré la main et moi, pendant des jours, je l'ai tenu ainsi, disant partout qu'il l'avait touché. Il n'y a plus que 6 minutes à jouer. Schäfer sert Rahn qui dribble et marquera du pied gauche le but de la victoire. Allemagne 3, Hongrie 2. L'Allemagne est champion du monde de football. Les joueurs manifestent leur joie, tandis que les Hongrois perdent avec sportivité et dignité. Ils n'ont perdu qu'un match, le plus important. Ce que cela cache d'un point de vue sociétal est très intéressant. L'image que les Hongrois se forgent d'eux-mêmes découle toujours de la défaite. L'histoire montre en effet que les Hongrois finissent toujours par perdre, ce qui est d'ailleurs presque exact. J'ai écrit toutes sortes de textes issus d'une rêverie, à savoir ce qui serait advenu si l'équipe hongroise avait gagné en 1954. On peut jouer avec cette pensée, car tout indique que la société aurait été plus sereine, qu'il n'y aurait pas eu la révolution de 1956, et que, par conséquent, cette dictature aurait pu évoluer dans un sens moins oppressant, plus supportable, au point qu'aujourd'hui encore, on vivrait sous une dictature communiste. Octobre 1956, alors que la Hongrie vit une révolution sans précédent, l'équipe de l'Anvet Budapest dispute à l'étranger la Coupe d'Europe. Un match sans retour pour Puskás, Sibor et Kocsis qui choisissent le chemin de l'exil. Le vent de contestation qui n'avait cessé de s'étendre depuis la mort de Staline et la dénonciation de ses crimes lors du 20e congrès avait soulevé l'espoir de changement dans les pays du bloc soviétique. Le 23 octobre 1956, à Budapest, des milliers de manifestants, étudiants, intellectuels, employés, ouvriers, convergent vers la place du Parlement. Une foule hétéroclite clame son hostilité au gouvernement et aux soviétiques, revendique liberté et indépendance. C'était le début d'une révolution héroïque, destinée à être réprimée dans le sang. Il y avait une foule, mais pas d'hystérie de masse. Une sorte de calme et de dignité animait cette foule. À tel moment, on ressent ce que la liberté ou le désir de liberté peut vouloir dire, et jusqu'où ça peut nous mener. Comme j'ai vécu et ressenti cela dans ma chair, jamais rien n'en a, si peu que ce soit, effacé la mémoire.
Le pays a soudain révélé sa fibre communautaire. Il est très rare que cette unité ne montre que son plus beau visage, sans arrière-pensée, ni rien de mauvais. Une telle chose ne dure guère. De fabuleuses histoires circulaient. Les magasins restaient grands ouverts, mais personne ne volait. Personne ne cambriolait. Comme si tout le monde était devenu bon d'un coup de baguette magique. Une telle pensée m'est très agréable. J'ai un ami du nom de Peter Nadosh que ça fait doucement rire. J'ai écrit quelque part une phrase qui dit que l'homme, en fin de compte, est bon. Il trouve ça incroyablement drôle qu'on puisse écrire une telle chose. Politiquement, j'étais un enfant éclairé qui s'opposait à ses parents communistes. D'où de grands conflits avec mon père. Selon moi, une révolution avait eu lieu le 23 octobre, alors qu'à ses yeux, il s'agissait d'une contre-révolution. Telle était la source de notre conflit. Formellement, Imre Nagy fut le dirigeant de 56. Il était communiste et appartenait même à la ligne de Moscou. Mais après l'arrivée des troupes russes, le 4 novembre, il est soudain devenu un héros. Il a découvert sa propre fibre héroïque et s'est dès lors refusé à tout compromis, quitte à en assumer les conséquences jusqu'à l'échafaud, comme dans un roman romantique. Le 4 novembre a donc été pour moi une tragédie. Alors absent, mon père s'était retiré dans l'illégalité. Comme je l'ai su plus tard, il disposait d'une arme, mais ne s'en est pas servi pour combattre les révolutionnaires, sinon plus tard pour se suicider. On ne pouvait imaginer écroulement plus total. Je me trouvais dans l'appartement de mon oncle, avenue Pozsonyi, la rue d'ailleurs où je suis né. Et à l'aube, vers 4 heures du matin, les tanks ont fait leur apparition. Ils ont remonté la rue. Leurs chenilles grinçaient, mais pas le moindre tir, et pas d'autre bruit. Aussitôt, on a allumé la radio pour obtenir des nouvelles, et on a entendu la déclaration du gouvernement d'Imre Nagy. Támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Il est faux de dire que nos troupes combattaient, car nous n'avions pas de troupes, mais de simples escouades ou unités de combat que les Russes n'ont pas mis plus de quelques jours à anéantir. Mon père voulait me convaincre que c'était une contre-révolution. Mais moi je lui ai dit, tu as peut-être raison, va pour une contre-révolution. Mais puisque la majorité y voit une révolution, la majorité a raison. Ce à quoi il a rétorqué, non sans justesse, que si la majorité est idiote, on n'a pas forcément à l'être soi-même. Le ton a monté, et pour me faire entendre raison, il a voulu me gifler. Moi, bien sûr, je me suis enfui. On s'est mis à courir autour d'une table, et pendant qu'il me poursuivait, on s'est agrippé à la table, jusqu'à tirer sur la nappe et envoyer valdinguer tous les objets qui se trouvaient dessus.
De sorte que notre conflit s'est achevé dans le grotesque, sans drame, et sans que mon père me gifle. C'était un homme désespéré, un homme brisé, au fond du trou. Et moi, son fils, aussi brisé soit-il, j'étais très cruel avec lui. Jamais rien ne répara ça. Le livre des mémoires, Histoire parallèle. Ces deux chefs-d'œuvre de Peter Nadoš explorent la mémoire collective meurtrie par des crimes et des destructions qu'elle refuse de nommer. Roman fleuve. Ils charrient dans leurs méandres les débris de l'histoire effrayante d'un siècle et d'un pays. Aux soubresauts, aux égarements du XXe siècle, correspondent un dérèglement de la narration, une prose convulsive, une sensibilité exacerbée et la création d'un univers littéraire dont le modèle est le chaos. Les énergies positives de ma vie s'en trouvaient renforcées ou nourries. Sans cette conscience, je n'aurais sans doute pas pu m'asseoir au beau milieu d'une dictature, dans une maisonnette en bois du type cabane à outils, et qui était d'ailleurs concrètement une cabane à outils. Et je n'aurais sans doute pas pu écrire le livre des mémoires, avec en hiver le poil qui me brûlait le dos et le froid qui me gelait les pieds. Et en été, une température intérieure de 40 degrés. Si je n'avais pas eu cette assurance, cette certitude au fond de moi, je n'en aurais sans doute pas été capable. On voit toujours à quel point l'histoire nous écrase, à quel point on s'y heurte de plein fouet. Mais elle peut aussi nous donner des ailes. Dans les livres de Peter Esterházy, l'histoire redistribue les cartes selon son caprice. La littérature se libère de la tyrannie des faits. Son roman le plus célèbre, Harmonia Celestis, retrace la légende de ses ancêtres. Une épopée tragicomique, un vertige baroque, la grandeur et le déclin de la dynastie Esterházy et de la Hongrie, emportés dans la tourmente de l'histoire. À la fantasmagorie du passé succède le désenchantement. C'est l'époque du communisme goulash de János Kadar, quand la Hongrie apparaissait aux yeux de l'Occident comme la baraque la plus gaie du camp socialiste. Quand j'ai fini mes études de maths, je me suis retrouvé dans un institut économique de mathématiques où il fallait que je donne du camarade à tous mes supérieurs. Et moi, niet, je ne voulais pas. Ce mot de camarade me restait dans la gorge. Je m'y refusais, un point c'est tout. Quant à dire monsieur, on ne pouvait pas, c'était interdit. En revanche, si l'on apprenait le prénom, on pouvait très bien annoncer à la secrétaire « J'aimerais parler à Ferenc Kovács ». Ça oui, on pouvait, en personne ou au téléphone. J'ai donc appris le prénom de tous mes supérieurs pour éviter d'avoir à prononcer « camarade ». Et je me sentais rudement fier de duper ainsi la dictature communiste, alors qu'en fait, je tombais dans le piège sans m'en rendre compte. Attends voir un peu. Tu as 25 ans, tu es jeune, intelligent, plein de talent, tu as le monde devant toi, et tu ne trouves rien de mieux à faire que rester là, assis dans ta chambre, à te bourrer le crâne avec le prénom de ces crétins, au lieu de leur renverser la table dessus. Mais un tel geste n'aurait rien eu de logique. Restaient donc les prénoms. Je me croyais le plus malin, alors qu'en fait, je m'humiliais moi-même.
On n'avait pas à affronter la mort ou je ne sais quoi de grand, mais juste ces petites choses de rien du tout dont on tardait à se rendre compte de l'effet néfaste, dévastateur. Le mot « bouera », que l'on pourrait traduire par « débrouille », « système D », constituait le principe de base du système, à savoir la manière dont on pouvait survivre, car à tous égards, il ne s'agissait que de survivre et non pas de vivre, car jamais personne ne se demandait comment vivre, mais comment survivre. Imre Kertész dit à ce propos que s'il a pu, dans une certaine mesure, survivre à la Shoah et ne jamais même frôler l'idée du suicide comme tant d'autres survivants de l'Ouest, c'est parce qu'il a basculé d'une dictature dans une autre, et que dans une dictature, on ne réfléchit pas au sens de la vie, à la liberté, à la dignité, mais à une chose et une seule, la survie. Longtemps écrivain de l'ombre, Imre Kertész est l'auteur d'une œuvre immense et dérangeante, dont l'Holocauste est le centre de gravité. S'il reçoit le prix Nobel de littérature en 2002 et atteint enfin une reconnaissance internationale, il doit subir des attaques violentes contre ses écrits dans son propre pays. Être sans destin, le refus, Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, liquidation, journal de galère, sont le constat minutieux d'un témoin et observateur du mal. Déporté à Auschwitz en 1944 à l'âge de 15 ans, libéré en 1945, Imre Kertész aura connu successivement la barbarie nazie et le communisme totalitaire. Caustique, distancié, son écriture est née du tragique privilège d'avoir été l'enfant incorrigible des dictatures. Egy napon nagy barna borítékot kézbesített a posta. A Buchenwaldi emlékhely igazgatója dr. Volkhard Knigge küldte. A borítékban ugyanis az 1945. február 18-i Fogoly állományról készült eredeti napi jelentés másolatát találtam. Az Abgänge, azaz a fogyadék rovatban a 64.921-es Fogoly, Kertész Imre, 1927-es születésű, zsidó, gyári munkás haláláról értesültem. 2 évvel idősebbnek mondtam magamat, nehogy a gyerekek közé soroljanak, és inkább gyári munkásnak, mint diáknak, hogy hasznavehetőbbnek mutatkozzam. Egyszer meghaltam már tehát, azért, hogy élnem lehessen. És talán ez az én igazi történetem. Sokat tanultam a Kertésztől, vagy legalábbis... Je pense avoir beaucoup appris de Kertész. J'espère en tout cas avoir beaucoup appris de lui. Dans Être sans destin, ce qu'il y a de génial, pour employer un grand mot, c'est qu'il nous montre quelqu'un juste en train de découvrir le monde, sans autre moyen que de trouver naturel ce qu'il découvre. C'est donc naturel qu'on m'emmène à Auschwitz. Que veux-tu que je fasse, si tel est le destin? Rien. C'est ainsi que cette petite histoire devient universelle. His name is Jesus Christ. Thank you and God bless you for listening. Köszönöm, hogy meghallgattak. Bye. La Hongrie est une histoire d'oubli. C'est le pays de l'oubli. Je ne crois pas à sa mémoire, car si mémoire il y a, c'est une mémoire faussée, mensongère. Un de ces faux souvenirs instillés dès l'école maternelle consiste à avoir choisi le 4 novembre pour fêter 56.
au lieu du 23 octobre. Et donc voilà, le 4 novembre, nous avons vaincu la contre-révolution et pu reconstruire le socialisme. La dictature Kadar est un phénomène intéressant dans la mesure où c'était une dictature molle, ou comme je le dis souvent, du porno soft. Il n'y avait pas de liberté, mais il y avait des libertés. On ne savait pas ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire, car si on avait d'assez grandes marges de manœuvre, reste qu'à tout moment, on pouvait se heurter à un refus qui réduisait tout à néant. Comme dans toutes les dictatures, qui ne savent rien faire d'autre que menacer, une menace perpétuelle planait donc sur nos têtes. Mais la plupart du temps, dans 99% des cas, il ne se passait rien. En 61, quand je suis devenu photoreporter, je passais donc 4 jours de la semaine quelque part dans la province hongroise, dont j'ignorais tout, comme l'importance du Danube en tant que frontière. Une frontière qui constituait déjà dès l'Empire romain et que très bizarrement, il demeure aujourd'hui encore, vu la grande différence qu'il existe entre les régions en deçà et au-delà du Danube. Ces années-là, les plus noires de la dictature, ont joué un grand rôle dans ma vie. Je travaillais dans une liberté totale, car au fond, l'homme est un être libre. Mais je ne satisfaisais pas aux exigences du journal, ou plutôt de la profession et de l'époque. On attendait de moi que je photographie des gens heureux, souriants, sereins, sur fond de ciel clair, avec tout au plus quelques petits nuages blancs. Bref, tout devait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais alors que je leur soutirais des sourires, ces gens dévidaient de tels monologues, de telles litanies de rancœur et de plaintes, que mon métier en devenait absurde, que j'avais honte. Très vite, je me suis marginalisé, mais au fond, sans comprendre pourquoi. Je continuais à faire des photos sombres, et même très sombres, à en croire leurs critères qui ne m'intéressaient pas du tout, mais j'étais incapable de comprendre pourquoi ils se désintéressaient de la réalité telle qu'elle apparaît sous nos yeux. Et pourquoi je devais, moi, la maquiller, la travestir. Là, nous sommes sous le régime Kadar, encore en pleine dictature socialiste. Les chiens policiers étaient dressés, de telle sorte que, on ne peut pas le dire autrement, que lors des enquêtes, ils conduisaient toujours les policiers à des tziganes, quand bien même le coupable n'était pas tzigane, car on apprenait aux chiens à reconnaître l'odeur de la pauvreté. Et après un incendie criminel dans une coopérative,
Je ne sais quelle écurie, les chiens ont conduit leur maître directement vers cet homme. Ils l'ont arrêté et mis en prison, car léser les biens d'une coopérative constituait un délit très grave. J'ai pris cette photo peu après sa libération, après 2 ou 3 ans de prison. Mais sa femme, la mère des 3 enfants, était morte entre-temps. Et les 3 enfants étaient restés seuls, abandonnés. Et j'ai eu si honte de ces expériences qu'après un certain temps, j'ai abandonné. Je ne serai pas photographe. Bon, alors je vais écrire, devenir journaliste. Je croyais que ce serait mieux, à peine plus, mais ça a été pire encore. Du coup, après un certain temps, j'ai aussi mis fin à ma carrière de journaliste. J'ai publié mon premier livre, la Bible, mais après le second, ça a été impossible de publier quoi que ce soit pendant 9 ans. Mes textes n'étaient pas censurés, mais ne paraissaient tout simplement pas. On me les renvoyait, ou même pas, et alors le temps filait sans que j'obtienne de réponse. Pas la moindre, jamais. C'est, comment dire, la plus parfaite, la plus merveilleuse façon de détruire la création. Dans une dictature à poigne, le silence règne. On ne peut pas parler. Mais dans une dictature molle, on peut parler entre les lignes, par insinuation. Dans une dictature, les gens deviennent tous un peu de travers, comme ça. Et nos phrases aussi s'écrivent comme ça, de travers. Le danger, c'est qu'au bout d'un certain temps, on ne s'en rend plus compte, car se rendre compte que tout va de travers en permanence a de quoi, à force, vous tuer un homme. J'ai réussi à construire le livre des mémoires en excluant de l'histoire la Shoah ou l'Holocauste. Seules des traces subsistent, mais sinon ça n'apparaît nulle part. Or, ce choix m'a laissé une terrible impression de manque, car le XXe siècle sans l'Holocauste, et je ne parle pas juste de l'histoire hongroise, mais de l'histoire de l'Europe et du monde en général. Non, ça me semblait impossible. J'ai donc recherché les moyens littéraires d'aboutir à la représentation honnête d'une chose que je n'ai pas vécue. Même si j'avais moi aussi de faux papiers. Faux papiers selon lesquels je m'appelais Peter Kovács. De confession catholique romaine, et que mon oncle chimiste avait fabriqué dans la cave où il se cachait avec mon père, emmurés tous les deux. Et du fait, justement, que je suis moi-même un survivant, et que la survie ne va pas sans un sentiment de honte, aussi profond qu'invincible. J'estime au fond de moi qu'on n'a pas le droit d'écrire là-dessus, si on ne l'a pas vécu. Depuis longtemps, je voulais poser la question à Kertész. Et puis un jour, à Francfort, on s'est tous les deux retrouvés sur le tarmac de l'aéroport.
dans un bus qui nous menait à l'avion. Et dans ce vacarme, avec les réacteurs qui tournaient déjà, dans ce tumulte d'enfer, j'ai hurlé « Dis-moi, Imre, puis-je écrire sur l'Holocauste ?»« Sur quoi ?»« L'Holocauste !» Un instant, il a eu l'air indécis. Du coup, toujours en hurlant, j'ai tenté de lui expliquer la raison et le sens de ma question. Et au moment de descendre du bus, il m'a dit « Oui, tu peux !» Un large sourire aux lèvres. Je ne suis pas certain que ce « oui » voulait bien dire « oui », et non l'inverse. Mais en tout cas, j'ai obtenu son absolution. Après les crimes de l'occupant nazi et de ses complices hongrois, une nouvelle terreur imposée par le parti unique s'est emparée de la Hongrie. Cette terreur va sévir sous une forme plus atténuée jusqu'à la fin des années 80. La société tout entière est étroitement surveillée, fichée. L'AVO, la police secrète hongroise, met en place un gigantesque réseau d'espionnage et de délation. Personne n'échappe à son contrôle. Les archives font toujours froid dans le dos, terrifiantes. À quoi bon et qu'est-ce que ces monceaux de papier retiennent de nos vies? N'enregistrent-ils que des détails? Les enregistrent-ils bien? Il y a là-dedans quelque chose d'effrayant, d'excitant aussi, mais dont on ne peut qu'avoir peur. Mikor elhelyezkedtek a hátsó ülésen, és a férfi várakozás teljesen hátrafordult, nem voltak többé kétségei. Ez egy kiöregedett ávós. A hüvelykujjával kipöccintette a homlokából a sapkáját, kérdezte, hová menjenek. Ki tudja, mit tett már az életében. Tudni lehetett róluk, hogy készenlétben állnak, és nagyon befolyásosak. Nem volt csúnya ember az ő szülő kis bajuszával. Túl szép ajka van. Kellemetlen. Milyen kellemetlen egy ilyennel utaznia, így morfondírozott magában, mint aki emlékezetében óvatosan megpendíti a rettegés ismerős húrjait. L'Institut historique est l'endroit où l'on conserve les documents que la police secrète a, pour le dire simplement, produits sur nous. Et moi, sans trop le vouloir, je voulais les voir. C'était en 1999, à l'époque où j'avais presque fini d'écrire Harmonia Celestis. Le directeur m'attendait, l'air surexcité. J'ai pensé, par vanité, que c'était dû à l'émotion de rencontrer une célébrité de mon envergure. Il m'a dit qu'il y avait peu de choses sur moi, et mon dossier, effectivement, ne présentait guère d'intérêt. Je n'étais pas au centre de l'attention de la police secrète. Il y avait juste quelques dépositions de la main d'un agent subalterne. Et là, il m'a tendu un dossier. Je l'ai ouvert. C'était un dossier composé de pièces manuscrites. Je l'ai ouvert et tout de suite, j'ai reconnu l'écriture de mon père. Une très belle écriture. Aussitôt, je l'ai refermé. Je voyais une chose que je devais, et pour cause, accepter comme vraie, mais que rien dans ma vie n'entérinait. C'était pour moi comme tomber dans un monde parallèle. En lisant, j'ai pensé à des tas de choses. Je passais de la colère à la tendresse, du manque de tendresse à l'indignation.
plus l'image de cet homme rédigeant des rapports se dessinait devant moi, moins je comprenais quel rapport j'avais avec lui. Mais au bout d'un moment, un déclic s'est produit. Une brèche s'est ouverte et j'ai réalisé sa vulnérabilité. J'ai mieux compris sa vie, son alcoolisme. Revu et corrigé est le journal de bord, lucide et bouleversant de la découverte de la trahison du père. Agent secret recruté par la police politique en 1957, sous le nom de code Chonadi. Un dialogue posthume, 2 écritures entremêlées. À l'encre rouge, les textes des rapports du père patiemment recopiés. En noir, les commentaires, les questions du fils. Comment un homme qui a subi la violence du pouvoir communiste peut-il glisser dans la délation? Feladatul kapja, hogy KM-mel való mérkőzés látogatást szervezze meg, családjában az akadályt hárítsa el. Csak nekem kellett volna szólnia. Úgy szerettem vele meccsre járni, az Üllői útra, a stadionba. Intézkedés, Csanádi részére megszerezzük a szükséges jegyeket. Nincs megállás, mindenhová elér a trutymó. Szóval azoknak a szép, mítikus, apa-fiú szcénáknak itt a forrása. A mennyország lehet ilyen, apa, finom ennivaló, szépség, gondoltam. Ezt akkor tehát az ávónak köszönhetem. Javított kiadás. Van egy ilyen magyar mondás, hogy un dicton hongrois dit « Qui se montre curieux vieillit prématurément ». Si je n'avais pas été si curieux, je ne l'aurais pas su. Mais j'ai bien fait car toute cette histoire serait incompréhensible sans la famille. Apám éppen azért került ebbe a helyzetbe, mert ennek a Mon père s'est retrouvé dans cette situation parce qu'il appartenait à cette famille illustre. Le soumettre, c'était aussi soumettre la famille. La raison de la trahison consiste aussi en cela. Tegyék lehetővé hibám kijavítását. Tehát amennyiben Horváth Elek hajlandó lenne együttműködni velünk, tessék, és írja azt, amit itt áll. És önként felajánlom szolgálataimat a rendőrségnek. Le plus grand nombre de spectateurs devant lequel j'ai joué s'élève à 40 000 personnes. Un match idiot, c'était à Sofia, dans le stade Levski. Un match ridicule entre écrivains. Le comité central du parti local avait ordonné la présence de ces 40 000 personnes. En cas d'absence, les gens se seraient sûrement retrouvés en prison. Nuit du 9 au 10 novembre 1989. Devant les caméras du monde entier, de jeunes Allemands venus des 2 côtés de la ville brisent à coups de pioche le mur de Berlin, ensevelissant sous ses décombres 40 années de séparation entre l'Est et l'Ouest. Les uns après les autres, les régimes communistes d'Europe s'effondrent. Les uns après les autres, les pays d'Europe centrale et orientale découvrent le chemin de la démocratie et des libertés retrouvées. Danube, le livre de Claudio Magris, où une très vaste culture n'empêche pas l'ironie, parle du Danube comme trait d'union entre des pays qui partagent partiellement un même passé, une même culture, etc.
On aurait pu croire que ce passé commun, ou ne serait-ce que la souffrance commune d'avoir vécu en dictature, donnerait naissance à une nouvelle communauté. Mais non, ça n'a rien donné. Très vite, on s'est rendu compte que beaucoup de métaphores relatives au Danube sonnaient creux, vides de sens. À l'heure actuelle, nous traversons une phase régressive. Cette régression découle de l'épuisement des forces progressistes, un épuisement total. Quoi d'étonnant dans une société qui n'a plus de petite bourgeoisie, de couches moyennes, de milieux. Outre une caste très restreinte de nouveaux riches, une foule énorme ne s'est pas enrichie, mais appauvrie. Au point qu'un tiers du pays vit en dessous du seuil de pauvreté, autrement dit végète. Les entreprises allemandes et françaises se sont livrées une guerre commerciale pour acquérir des marchés. Puis les Allemands ont réussi à s'approprier les industries énergétiques et les Français les canalisations, l'eau. Si le niveau de vie des citoyens français et allemands s'en est trouvé augmenté, les politiciens de France et d'Allemagne n'ont pas songé qu'ils favoriseraient ainsi l'extrême droite. Une extrême droite dont les partis politiques vont maintenant nous entraîner dans une direction anti-européenne. Hogy a haza nem eladó. Il y a une paralysie qui caractérise les pays de l'Est. Maintenant qu'on fait partie du monde globalisé, qu'on apprend ce que veut dire le capitalisme, avant, on pensait que le capitalisme n'était pas une chose si mauvaise que ça. On ne le voyait que de loin, sans trop savoir. Je me souviens qu'on disait à des connaissances, à des amis de l'Ouest, il n'y a que des tordus de communistes qui règnent ici. Et eux disaient, ben, chez nous, il n'y a que l'argent. Et je pensais, nous pensions, si seulement on pouvait en arriver au point où l'argent règne en maître. Mais maintenant qu'on voit bien que l'argent règne, on s'aperçoit que ce n'est pas si drôle que ça. La haine des tziganes est bien plus grave que la haine des juifs, et bien plus dangereuse aussi. Car les tziganes sont sans aucune défense. Ce sont les premiers à avoir perdu leur travail. Très brutale, la politique du gouvernement détruit un grand nombre d'acquis. Cette déconstruction ne manquera pas d'affecter toutes les couches de la société.
Mais il faut compter avec la grande expérience que les sociétés de l'Est ont accumulée en matière de résistance. De résistance passive, non pas spectaculaire, active, mais passive. Quand ils essayent de préserver leurs biens matériels et leurs valeurs intellectuelles. Le problème, un très grave problème, est que cette société a renoncé à se montrer solidaire d'elle-même. Seul le manque de confiance se porte bien de nos jours. Moi, pareil, je n'ai pas confiance. Je ne vois guère où peuvent se trouver, dans la société et en nous-mêmes, les forces cachées qu'il faudrait activer pour que ça aille mieux. J'ai quelque chose à ajouter. Ce serait bien que ce ne soit pas le mot de la fin. Le mot de la fin devrait être pushkash, soupe goulash, et non pas cette pseudo-analyse d'une pseudo-politique.